il y a le coup de chaleur classique, qui est le coup de chaleur qui arrive chez les sujets âgés. On laisse de côté le coup de chaleur classique du nourrisson et des autres patients, et on s'intéressera à la population âgée, qui est une des grosses parties de votre travail quotidien. Et ça, je le connais très bien parce que j'ai fait le diplôme universitaire pour ceux qui s'intéressent de cardiogériatrie, qui se fait à l'université de la Sorbonne. Et vous ne pouvez pas savoir toutes les pathologies qu'on peut découvrir et qu'on ne nous a pas enseignées. Et donc, on doit, et on devrait s'y intéresser de beaucoup plus près, car vous allez avoir beaucoup de patients âgés qui vont arriver dans vos cabinets, que vous allez voir en urgence, et qui ont des pathologies et des médicaments qui doivent être réglés et qui interfèrent avec ce coup de chaleur. Nous allons le voir tout à l'heure. Le coup de chaleur d'exercice, ça c'est pour la population la plus jeune. Ce sont ces jeunes qui font du sport, qui ne connaissent pas les règles de prévention et qui ont ou il leur arrive d'être victimes d'un coup de chaleur d'exercice. Je vais développer tout ça. Ce coup de chaleur d'exercice, c'est une pathologie liée à l'activité physique intense et prolongée. Le vrai problème, que vous y serez confrontés, parce qu'actuellement, vous voyez bien qu'on a beaucoup de marathons ici au Maroc. On a le semi-marathon, on a le marathon des sables. Vous serez confrontés à ce problème. Et vous le voyez bien que votre rôle est d'une importance capitale. Pourquoi? Parce que on appelle, nous, les réanimateurs, l'hyperthermie maligne d'effort. Et pourquoi est-ce qu'on l'appelle hyperthermie maligne d'effort? Parce qu'elle tue dans l'heure. On appelait ça la golden hour. Vous devez agir en 1 heure. Ce sont des troubles neurologiques de façon aiguë. Au décours d'un effort musculaire intense, la température que vous allez mesurer, elle est supérieure à 40 degrés. Et vous allez avoir un patient qui a une rhabdomyolyse, que je vais vous expliquer, et qui est liée à la lyse musculaire. Ce sont des troubles circulatoires que vous allez voir avec un collapsus. C'est un choc hypovolémique. Et contrairement au coup de chaleur classique, il survient brutalement, et surtout c'est un sujet jeune. Et le décès, il est à la clé si vous n'envoyez pas le patient ou vous ne faites pas une mesure thérapeutique urgente. J'ai mis cette diapositive pour vous expliquer que la durée de la phase d'hypothermie, c'est un élément fondamental. Il faut raccourcir cette phase d'hyperthermie. C'est primordial et l'évolution sans traitement se fait vers le syndrome de défaillance multiviscérale. La physiopathologie, je vais être très simple pour que vous puissiez comprendre un peu la thérapeutique. Parce que la physiopathologie conditionne la thérapeutique. Il y a un déséquilibre de la balance énergétique entre la production et l'élimination de chaleur. Alors l'hygrométrie, tout le monde entend parler d'humidité. Alors c'est ça l'humidité, elle est en pourcentage. Et lorsqu'elle est supérieure à 75%, vous avez des coups de chaleur d'exercice. Et surtout lorsque le patient a des vêtements imperméables et qui entravent l'évaporation. Il y a une dysfonction musculaire avec des anomalies enzymatiques, des muscles striés. Il y a une destruction musculaire et il y a ce rhabdomyolyse. Qu'est-ce que c'est que la rhabdomyolyse? La rhabdomyolyse, c'est une destruction aiguë des myofibrilles et des fibres musculaires. Et là, vous avez une atteinte rénale qui va entraîner une insuffisance rénale aiguë avec une anurie et un syndrome de défaillance multiviscérale. Il y a une similitude avec un problème qu'on connaît très bien, c'est l'hyperthermie maligne peranesthésique.
Et cette hyperthermie maligne paranesthésique, elle est d'origine génétique et elle est liée à une anomalie génétique au niveau de la fibre musculaire. Et elle se rencontre au bloc opératoire chez les patients qui ont une susceptibilité aux allogénées, aux curares dépalorisants comme la succinicole. Et on fait toujours, lorsque le patient arrive en consultation d'anesthésie, on lui demande est-ce que vous avez une maladie génétique musculaire. On va aller voir le professeur Sfiani pour le déterminer au niveau génétique quelle est la translocation qui détermine cette hyperthermie maligne. Et lorsqu'elle arrive subitement sans qu'on le sache, tout de suite après, si le patient n'a pas de problème vitaux, test à la caféine et biopsie musculaire et interdiction d'utiliser des halogénées et des curares dépolarisés. Il faut, chez vos patients qui vont avoir une intervention chirurgicale, leur demander s'ils ont ce qu'on appelle des myopathies, atteintes musculaires héréditaires. On en voit de plus en plus. Et si ce n'est pas découvert et qu'au cours de l'anesthésie, on utilise des halogénées, il y a un risque d'hyperthermie maligne peranesthésique qui est brevet d'un gros pronostic, environ 60 à 80% de mortalité. Voici une plaque qui va vous aider à comprendre la physiopathologie. Cette plaque donc, vous montre qu'il y a une physiopathologie particulière. Vous savez que les conditions météorologiques, quand il fait très chaud, on a une évaporation de la sueur qui est due à une vasodilatation cutanée et à la sudation. Et là, on verra tout à l'heure, c'est les sujets âgés, ils n'ont pas énormément de glandes sudoripare, donc ils n'ont pas de sudation. Vous avez une augmentation du débit cardiaque, vous avez une ischémie tissulaire qui est due à une hypovolémie. Cette cascade, ce cercle vicieux, va arriver à une réaction inflammatoire systémique. Ces données sont nouvelles. Avant, on ne comprenait pas qu'il y avait un CIRS, un syndrome inflammatoire de réaction systémique. Maintenant, il existe, ce CIRS, il a été prouvé, et vous avez ces protéines de stroke qui sont dénaturées, elles ne vont pas pouvoir protéger le patient. Et qu'est-ce que vous allez avoir? Une endotoxémie au niveau du tube digestif qui va entraîner une coagulopathie, une coagulation intravasculaire disséminée, aggravée par l'insuffisance rénale. Donc tout ça fait que la première chose à faire chez un patient qui a une hyperthermie d'exercice, c'est de le déshabiller et de le refroidir et de le remplir. Les facteurs de risque. Il y a des facteurs extrinsèques, des facteurs physiques, la course intense prolongée, le semi-marathon et le marathon. Climatique, température élevée. On déconseille de faire des marathons entre midi et 16 heures. On fait toujours courir les athlètes le matin. On l'a enseigné aux médecins du sport. Et maintenant, c'est nos collègues médecins de famille qui doivent être au courant de cette pathologie, car elles sont devenues de plus en plus fréquentes. Il faut avoir une notion sur l'hygrométrie et lorsqu'il n'y a pas de vent. Les autres facteurs de risque, c'est la capacité de sudation, surtout qu'il y a une existence chez le sujet âgé. Une dermatose, et j'insiste beaucoup là-dessus. Ça, c'est ce qu'on a vu dans le diplôme de table de gériatrie. Les anticholinergiques, les antihistaminiques, les antidépresseurs tricycliques, les neuroleptiques, les benzodiazépines vont modifier le fonctionnement des glandes sudoripares. Donc les sujets âgés, ces médicaments sont responsables de deux accidents. Le premier, c'est les hypotensions orthostatiques, et le deuxième, c'est l'hyperthermie d'effort, ou classique. Les autres facteurs de risque qu'on a vu, la myopathie, je mettrai 3 croix ici sur l'obésité. C'est un facteur de risque majeur de coup de chaleur d'exercice. Parce qu'on voit beaucoup de personnes qui font leur footing entre midi et 4 heures d'après-midi sur la plage, et dans l'INC est supérieur à 30. Donc, je pense qu'il faudrait qu'ils fassent un peu de marche, qu'ils fassent un exercice tôt le matin, et donc ce sont les médecins de famille, le médecin généraliste, qui doit donner ses conseils de prévention.
il y a le stress et il y a la fatigue. Donc ça, c'est des facteurs psychologiques. C'est une maladie inflammatoire. Et cette maladie inflammatoire, comme je vous l'ai dit, le CIRS, syndrome de réponse systémique, et ce CIRS, ce syndrome inflammatoire de réponse systémique, va libérer des protéines qui sont nocives. Ce sont les cytokines. Et les protéines qui préservent contre ce CIRS sont détruites. Et vous allez avoir une ischémie mésentérique. Comme on dit, nous, en réanimation, quand le tube digestif marche, tout marche. Quand le tube digestif ne marche pas, eh bien, vous avez une ischémie mésentérique dans l'entretien de l'hyperthermie et de ses conséquences. Donc vous avez un cercle vicieux qui va aller évaluer vers la défaillance multiviscérale dans l'heure. Nous allons voir qu'il y a eu un cas récemment, au mois d'avril, en France, où un sujet, je crois que c'est compliqué, on verra tout à l'heure, qui est décédé sur place. Pourquoi? Parce qu'il a fait ce syndrome de défaillance dû à un coup de chaleur d'exercice. Il faut stopper au plus vite l'élévation anormale de la température centrale et la ramener dans les limites conventionnelles de l'homéothermie. Voici un cas clinique qui va tout vous résumer. Si vous avez compris ce cas clinique, vous allez tout de suite comprendre que ce phénomène de coup de chaleur d'exercice est un drame. Semi-marathon de 20 km, jeune patient de 24 ans, qu'est-ce qu'il a présenté? Des troubles de conscience, collapsus, c'est-à-dire une hypotension, une tachycardie et une hyperthermie à 40 ans. Une heure après, il avait toujours 39,6 de température. Il faut que vous ayez un thermomètre. Et le meilleur, c'est le thermomètre rectal. C'est lui qui donne la température centrale, les températures frontales, tympaniques, moins. Mais température rectale à 39,6. Bilan, rhabdomyolyse avec des créatines phosphokinases à 7265 unités internationales. Une CIVD avec un taux de prothrombine qui est dans les chaussettes, facteur 5 qui est le facteur le plus important pour la coagulation qui est synthétisée par le foie, qui est à 4%, insuffisance rénale aiguë due à la rhabdomyolyse et à la mégloline, troponine qui est, vous voyez, légèrement élevée, fraction d'éjection à 28%, donc une sidération myocardique. On verra tout après ce qu'on a fait pour ce patient. Évacuation sanitaire au CHU, doté d'une réanimation cardiaque. Donc là, le patient est arrivé au CHU, qu'est-ce qu'on a fait? Voici l'urgence des urgences. Le refroidissement, le tunnel glacé, lavage gastrique avec de l'eau glacée, jusqu'à 20 litres de lavage, ventilation contrôlée avec de l'air refroidi et remplissage vasculaire parce que c'est un choc hypovolémique, c'est un collapsus d'origine hypovolémique. Extubé au 11e jour, coronarographie de contrôle, pas de lésion coronarienne, donc sans séquelles, et l'histoire s'est bien passée pour ce jeune. Pas pour les autres, on verra ce qui s'est passé. Épidémiologie, mortalité environ 20%. Ça a un peu diminué jusqu'à 10% grâce aux efforts des réanimateurs et des collègues médecins qui font le diagnostic très tôt. On compte sur vous. Vous êtes la première ligne, donc on aimerait bien que vous nous adressiez, que vous nous appuyez pour ces patients car ils sont jeunes. Développement des sports extrêmes, au Maroc maintenant, c'est la mode. Tout le monde participe au marathon de Marrakech. Je l'ai vu 4 fois, parce qu'il concorde avec le congrès de Société marocaine d'anesthésie et réanimation. Il y a énormément de monde, énormément d'étrangers qui arrivent. Marathon des salles, semi-marathon, les raids, ça c'est une nouveauté, le triathlon. Et il faut une couverture médicalisée avec des médecins qui connaissent ce syndrome. Les prodromes, vous avez toujours un signal. Et je mettrai beaucoup d'importance à cette démarche hybrideuse. Vous voyez les coureurs qui commencent, hein, vous les avez vus à l'arrivée du marathon. Ils commencent à tituber et à l'arrivée, ils tombent. C'est un coup de chaleur. C'est un coup de chaleur. Arrêt immédiat de l'effort, hydratation, protection du soleil et un ventilateur. Les signes cliniques, détresse neurologique, cardiovasculaire et une toxicité majeure de la température avec des signes musculo-oculaires. Les signes neurologiques. Alors les signes neurologiques, c'est la perte de connaissance à l'effort. Format de profondeur variable, donc il faut calculer le score de Glasgow, il faut donner un score de Glasgow. Il faut qu'il soit marqué pour que le médecin qui reçoit l'appel du SAMU puisse déclencher une évacuation sanitaire. Convulsion généralisée, on verra ça tout à l'heure. Détresse cardiovasculaire, là je m'y attarde un peu, c'est un choc hypovolémique. Et c'est une hypovolémie qui est liée
à la vasodilatation concomitante liée au syndrome inflammatoire de réaction systémique. C'est comme un choc septique, sur une réponse inflammatoire. Hypotension artérielle, tachycardie, et la différentielle elle est très large. Donc il y a une vasodilatation. Les bouts périphériques sont bondissants. Température rectale, 40 degrés, jusqu'à 42 degrés. Hein. On est dans des chiffres suprasystémiques. Et la durée, on l'a vu au début, hein, initialement, est en rapport direct avec le pronostic. À 38 degrés, vous devez penser au choc, au coup de chaleur des fois. Même à 38 degrés. Les signes musculo-cutanés, vous avez une anhydrose avec des téguments brûlants chauds, secs, un pli cutané, ici la déshydratation, des muscles tendus, un œdème d'éloge. Vous avez des crampes musculaires, et quand vous touchez le muscle, il est dur comme du bois. Signe digestif, ici l'ischémie désespérée, et vous demandez aux patients d'uriner. Qu'est-ce que vous urinez? Des urines portées. Voici la rhabdomyolyse. Là, vous voyez le sarcolème avec les cellules musculaires, et vous avez une destruction des myofibrilles, et ça va libérer énormément de déchets acides. Et surtout, ça va libérer cette protéine qui est la myoglobine, qui va bloquer les tubules rénaux. Et donc vous avez une insuffisance rénale qui est aggravée par l'insuffisance rénale fonctionnelle liée au choc hypovolémique. Vous avez de la déshydratation, des signes de déshydratation extracellulaire. Vous faites un ionogramme, vous avez une créatinine qui est très élevée. Je vous conseille de calculer la formule de Cochrane. Le MDRP ne marche pas, surtout chez les sujets âgés. Hémoconcentration, hyperprotidémie et une augmentation d'hématocrit. Et vous avez des troubles hydroélectrolytiques, on le verra tout à l'heure, surtout l'hyponatrémie et l'hyponatrémie dilution. Les signes paracliniques, élévation des CPK-MB, cytolyse hépatique, et vous avez une acidose métabolique avec une acidose lactique parce que tout le métabolisme est tourné vers les lactates. Ça ne va pas vers les périvates, il y a moins d'ATP, et donc vous êtes en acidose lactique. Avec baisse des bicarbonates, un des traitements, c'est qu'il faut alcaliniser pour alcaliniser les urines et éviter la précipitation de l'hémoglobine. Alors, un drame, voici dont je vous parlais tout à l'heure, c'était le 6 avril 2025, ou le 38 ans, c'est 38 ans. Je voulais ramener tel que je l'ai pris du journal Elpais, en pleine course, malgré une prise en charge rapide par le secours, l'homme qui avait été transporté à l'hôpital de La Paz, très grave, décédé en quelques heures. Donc vous voyez que c'est vraiment une extrême urgence. C'est comme un polytraumatisé, c'est comme un infarctus du myocarde, c'est comme une méningoencéphalie, le coup de chaleur d'exercice, mais vous avez une température élevée, des troubles neurologiques, vous avez un jeune qui a fait une course, il faut tout de suite appeler le SAMU et commencer les traitements. Alors les traitements, vous avez ça découle de leur physiopathologie, refroidissement, remplissage vasculaire. Les deux traitements urgents. Refroidissement, remplissage vasculaire. Élément principal, le remplissage vasculaire. Alors le remplissage vasculaire, c'est du sérum salé, sinon vous avez déjà la fluide modifiée, vous avez des produits comme le plasmion. Donc nous, on a le sérum salé, c'est ce qu'on utilise le plus souvent, et le fameux bicarbonate. Alors il y a le 14 pour 1000 et il y a le 4,2%. Donc le bicarbonate va servir à alcaliniser le pH et à faire précipiter cette hémoglobine. Le traitement préhospitalier, réfrigération, les moyens mécaniques, aspersion de la victime par de l'eau froide, pulvérisation d'eau sur la peau, déshabillage et refroidissement des axes vasculaires. Voici un schéma qui résume un peu tout ce que je viens de vous dire et que vous devez mettre en place, d'autant plus qu'il paraît qu'on va avoir un été très très chaud. Et là, c'est une urgence, c'est des moyens très simples. À la Mecque, là, je reviens là, récemment, c'est ce que je faisais. Je faisais ça, des compresses glacées sur les axes fémoraux, sur les axes carotidiens, je surélevais les membres, je mettais donc des bronisations avec de l'eau glacée, et tout ce qui est utile pour refroidir, vous devez l'utiliser. Alors on était le jour de Arafat, il y a un hôpital qui est un des hôpitaux de référence dans le monde, c'est Jbabra, j'en discutais tout à l'heure. Vous verrez, ils ont des tunnels réfrigérants, cette année vraiment, le Hajj c'était quelque chose de très très bien organisé, et les collègues
les Marocains, les Saoudiens et les autres pays ont mis la main dans la main et on a lutté parce que l'année dernière, il y avait eu énormément de décès, notamment par des coups de chaleur. Alors, donc là, je vous ai mis un peu pour vous repérer. Si le patient présente des troubles cardiovasculaires, il faut remplir en mettant une voie fémorale, compenser les pertes hydrosodées et rétablir une graisse à 2 ml/h. Vous avez vu que des fois, vous pouvez avoir des patients qui vont convulser. Donc, vous faites un monitorage et monitorez la température et vous allez donner, nous, ce qu'on donne, c'est du midazolam au pouce seringue électrique sur la voie veineuse centrale. Le traitement hospitalier, réfrigération, lavage gastrique à l'eau glacée, je vous l'ai dit, 10 litres d'eau jusqu'à 20 litres d'eau. On met la sonde nasogastrique, on injecte de l'eau glacée et on aspire. Ça refroidit et ça donne de très bons résultats. Le tunnel glacé. Alors qu'est-ce que c'est que ça, le tunnel glacé? Le voici. Alors ce tunnel glacé, c'est on met le malade dans un lit de réanimation, on met de la glace, on met un ventilateur ici et des deux côtés et même vers la tête et on refroidit le patient. Donc refroidissement par tunnel réfrigérant. Alors le traitement hospitalier, je vais vous parler d'un produit qui a été utilisé mais qui n'a pas donné d'excellents résultats. J'ai parlé avec mes collègues samedi. C'est le Dantrolène, c'est lui qu'on utilise pour l'hyperthermie maligne hyperanesthésique. Il est inefficace dans le coup de chaleur d'exercice. Donc voici la première partie, c'est la partie la plus importante parce que vous voyez, c'est plus des sujets jeunes, 38 ans, 30 ans, 25 ans, 24 ans. Donc c'est quelque chose à connaître. Et donc si vous voulez tout à l'heure pour les questions, on en reparlera. Je vais parler un peu de la personne âgée. Alors pour la personne âgée, c'est les vagues de chaleur. Et Dieu sait si actuellement on va avoir des vagues de chaleur. Et la personne âgée est très exposée aux coups de chaleur. Elle présente souvent des risques de vulnérabilité. Et ces vulnérabilités, elles sont dues premièrement à l'âge et aux comorbidités. Donc là, on change complètement de registre. C'est un coup de chaleur qui est dit classique. Il va arriver, même si le patient est dans son lit, il va avoir un coup de chaleur. On va voir les facteurs de risque. Alors, le coup de chaleur est dû à des anomalies, des phénomènes de régulation de la température corporelle, assurer une prévention efficace, rafraîchir, éventer, hydrater pour éviter les pathologies graves liées à la chaleur. Alors, ça, c'est les références de pratiques professionnelles. Je vous demande de les prendre parce que c'est diffusé de partout. Tout le monde fait ça. Ce n'est pas moi, ce sont les instances médicales qui donnent des conseils de référence de pratiques professionnelles. Alors, pourquoi la personne âgée est-elle particulièrement à risque? Premièrement, les maladies chroniques et les comorbidités. L'hypertension, le diabète, les deux pathologies qu'on voit à l'hégèse et qu'on voit dans la population normale. Hypertension artérielle, diabète. Qu'est-ce qui en suit? Les problèmes rénaux. Problèmes de rein. La personne âgée a une capacité réduite d'adaptation à la chaleur, perception de la chaleur, capacité de transpiration sont basses, absence de sensation de soif et la capacité de vasodilatation du système capillaire périphérique limite la possibilité d'augmentation du déficit dural. Donc en fait, les sujets âgés n'ont pas cette fonction d'élimination par la sueur. Et je vais vous expliquer que c'est dû à une pauvreté en glande sudoripare. La fonction rénale est altérée. Comment est-ce qu'on le sait? Alors, dès que vous avez une personne âgée qui a votre consultation, vous voyez, essayez toujours de demander un ionogramme sanguin. C'est un examen fondamental, c'est une urgence paraclinique. Le ionogramme sanguin, c'est le sujet âgé, et vous allez être surpris. Et je vous demande, s'il vous plaît, de calculer la formule de contrôle, je vous la donne. C'est 140 moins l'âge qu'on multiplie le poids sur la créatinine en micromoles par litre qu'on multiplie par 8,4. La formule de contrôle. Elle va vous donner la clairance de la créatinine. Et si vous avez une clairance de créatinine qui est inférieure à 30, attention, c'est le sujet âgé. Nécessité d'une vigilance particulière pour maintenir un équilibre hydroélectrolytique correct. Et voilà, je l'ai mis en rouge. Qu'est-ce qu'il faut prévenir? Il faut prévenir l'hypercompensation des pertes de faible volume dues à la déshydratation. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que des fois, on pense que le sujet âgé a une déshydratation. Au fait, c'est un coup de chaleur. Et les deux doivent être distingués. Parce que si vous donnez beaucoup d'eau à boire à un sujet âgé, il va diluer son pôle sodique
il va avoir une hyponatrémie. Et cette hyponatrémie va entraîner un œdème cérébral. Et il va mourir d'un œdème cérébral. Je m'explique. Le nombre de glandes sudoripares chez la personne âgée est diminué du fait de l'âge. En cas de vague de chaleur, ces glandes sont stimulées en permanence. Et au bout de quelques jours, elles s'épuisent. Et c'est ça, au fait, la clé du problème. Si vous avez compris que le sujet âgé n'a pas cette fonction sudoripare, vous allez comprendre que la réhydratation du sujet âgé doit être faite en ayant un immunogramme sanguin et en regardant l'anatrémie. La température centrale augmente rapidement parce qu'il y a une réduction de la thermolyse par l'évaporation. Ce phénomène est accentué parce que l'énergie demandée est alors très importante et elle dépense les capacités de la personne âgée, qui est souvent malade et qui a des comorbidités. Le grand âge, dépendance sur l'invalidité, isolement social, ce sont des facteurs de risque à prendre en compte. Méconnaissance des mesures de prévention. Les sujets âgés, vous voyez comment ils sont souvent habillés. Quand on va les examiner, ils ont énormément d'habits. Alors, impossible de pouvoir avoir cette fonction sudoripare. Présence de certaines pathologies chroniques, je vous en ai parlé, l'hypertension, le diabète, les maladies chroniques, type maladie d'Alzheimer, les maladies psychiatriques, les maladies de Parkinson, qui interfèrent avec l'adaptation de l'organisme à la chaleur. Ça, c'est d'une importance capitale. Ça, c'est un gros chapitre. C'est un chapitre qui nous prend à peu près 3 mois d'enseignement. Les pathologies chroniques de la personne âgée. Ce sont elles qui font le pronostic. Troubles de la mémoire, troubles mentaux, troubles du comportement. Alors, on s'attache maintenant à l'environnement. Habitat difficile à rafraîchir, habite au dernier étage, immeuble qui a un toit qui est très plat, grande baie vitrée, mauvaise isolation, absence de volets, de stores, et pas de possibilité d'accéder à un milieu rafraîchi. Et ça fait que tout réuni, ça donne un coup de chaleur classique. Les principales maladies chroniques, je vous les donne. Maladies psychiatriques, les patients traités par neuroleptiques, les agonistes sérotoninergiques, et je vous donne un médicament. Je n'ai rien contre ce médicament, mais simplement, il est responsable d'une hyponatrémie de dilution, surtout chez les personnes âgées. La fluoxétine. C'est un inhibiteur de la recapture de la sérotonine, et nous avons eu des cas dans mon service. Un patient qui fait un coma, on nous demande ce qui se passe, on fait un ionogramme, on trouve une atrémie à 100. Qu'est-ce qu'il prend comme traitement? Le Prozac. C'est décrit, hein. Ça a été relaté par la pharmacovigilance. Donc attention le Prozac. Et surtout, pendant l'été. En tout cas, celui-là, on ressort souvent. Ils ont tous le même mécanisme. On en reparlera. Les benzodiazépines, la vigilance pour les psychotropes, les neuroleptiques, les antidépresseurs, ils modifient la sudation. Et le point le plus important, les diurétiques. Vous avez les diurétiques de Lens, les diurétiques furosémide, basilic, mais vous avez aussi les thiaziniques. Alors les thiaziniques, ils sont dans tous les médicaments antihypertenseurs, en association. Parce que maintenant, pour l'hypertension artérielle, une nouvelle recommandation, c'est la bithérapie. Vous avez toujours un diurétique. Et le diurétique qui arrive, ce sont toujours des thiaziniques. Les maladies neurologiques, Parkinson, Alzheimer, les antiparkinsoniens. Alors les antiparkinsoniens, attention, il y a un autre effet, c'est l'hypotension orthostatique. Prenez toujours attention, couché et debout. Et s'il y a une différence de 20 mm de mercure pour la systolique, attention, risque d'hypotension orthostatique. Et c'est ce qui fait les fractures du fémur. Et c'est ce qui fait qu'il vient chez nous pour prothèse de hanche, clou gamma. Et on trouve dans les traitements les antihypertensioniens, les bêta-bloquants, les diurétiques. Et c'est des patients qui n'ont pas une surveillance régulière de leur tension artérielle. Et si en plus ils font un coup de chaleur, ils vont avoir énormément de complications. Les pathologies endocriniennes, je m'arrêterai sur 2 pathologies très fortes. Vous allez toujours être obligé de demander à vos patients, avez-vous un problème thyroïdien? Si vous savez, on a découvert avec énormément de patients, ils ne savent même pas qu'ils ont un problème thyroïdien et que nous, quand on parle, on trouve un problème thyroïdien. Donc après, on les envoie chez leur endocrinologue. Donc attention à la thyroïde, attention au diabète. Bon, le reste, c'est pas très fréquent.
les lithiases rénales et les personnes qui ont une insuffisance rénale. Les médicaments à risque. Alors, il faut savoir que quand il y a un coup de chaleur, il est interdit, genre proscrit, c'est médico-légal, de ne pas donner d'aspirine et de ne pas donner de paracétamol. Ah bon. Ça, il faut le noter. On a eu Paracétamol. Une symptomise hépatique majeure qui a nécessité énormément de jours de réanimation parce que le patient a fait de la fièvre et il a fait une symptomise hépatique due au paracétamol. En plus, c'est un groupe de foot. Digestive et urinaire. Alors, deux urgences vitales, les voici. La déshydratation grave. Le diagnostic, il est simple pour la déshydratation. Le flux cutané, les hypotonies du globe oculaire, la perte de poids. On met une réhydratation et vous le voyez dans le ionogramme. Vous avez une hyperprotinémie, vous avez une augmentation d'hématocrite. C'est pour ça que je vous demande d'avoir des ionogrammes. Mais vous avez une hématocrite qui est normale. C'est un patient qui fait un coup de chaleur, pour peu qu'il prenne de l'azélix. Si vous commencez à le réhydrater et que vous n'avez pas de ionogramme, et qu'il a initialement une hyponatrémie parce que l'azélix, les diurétiques, font uriner du sauveur. Vous risquez ça, une hyponatrémie de dilution. Et qu'est-ce que c'est que ça, une hyponatrémie de dilution? On va la voir. Tout d'abord, avant, il faut refroidir plutôt que de remplir le malade, allonger, dévêtir, rafraîchir, éventer, faire le point sur l'évolution, éliminer une pathologie infectieuse. Dans tout choc, dans tout coup de chaleur d'exercice, classique chez le sujet âgé, éliminer l'infection urinaire, éliminer une pneumopathie. Ce sont les deux pathologies les plus fréquentes et qui peuvent faire monter la température. Pour l'assistance, l'appel du SAMU, on l'a vu tout à l'heure. Alors, faire le bon diagnostic, distinguer au premier plan une déshydratation ou un coup de chaleur. Ce sont deux choses différentes et leur approche n'est pas la même. Le risque est d'hyperhydrater une personne souffrant de coup de chaleur, potentiellement délétère, et qui va entraîner une hyponatrémie de dilution ou de surcharge. Ça, je vous conseille de prendre cette diapositive. Ça a fait le tour ici au Maroc et chez nos collègues français. On est en train maintenant, nos réanimateurs, de sensibiliser les confrères avant de faire quoi que ce soit, remettre un ionogramme sanguin. Et pour les plus puristes, prendre un ionogramme urinaire et faire le rapport N sur K+. Donc tout ça fait qu'il faut éviter cette hyponatrémie de dilution. Elle entraîne souvent des comas et de comas brutaux et avec des Glasgow inférieurs à 3. Impossible de le réanimer. Donc l'hyponatrémie de dilution. Éviter la réhydratation intensive, on vient d'en parler. Donc attention à cette réhydratation. Il faut un ionogramme sanguin qui objectivera au nom de la déshydratation. Donc il faut faire le diagnostic de la déshydratation cliniquement avec une ionogramme sanguin. Les pièges à éviter, et j'ai bientôt fini, c'est la dernière slide. Méconnaître le diagnostic de coup de chaleur devant une hyperthermie avec trouble de conscience, c'est le sujet âgé. Méconnaître les complications infectieuses, attention à la ménagie, même si c'est le sujet âgé. Hydrater sans bilan hydroélectrélytique précis, risque d'hyponatrémie de dilution. Oublier d'arrêter les thérapeutiques aggravantes, diurétiques, antihypertenseurs, psychotropes, les aradures, les inhibiteurs d'enzymes de conversion. Attention, ils interviennent avec le métabolisme rénal. Et donc il y a des références pour ceux qui veulent prendre tout ça. Et je vous remercie.